Bonsoir à tous. Après tout, nous nous retrouvons pour la première fois de l'année 2013, donc je vais déjà commencer par vous présenter nos meilleurs vœux pour cette année. Qu'elle soit riche finalement en satisfactions, particulièrement les satisfactions intellectuelles, ma foi, et puis en belle réussite, et puis plein de petits bonheurs à vous tous. Alors nous recevons aujourd'hui Madame Corinne de France, qui est spécialisée, allez, on va dire, sur les relations franco-allemande et puis sur l'Europe. Je crois que vous avez quand même écrit bon nombre d'ouvrages sur ce sujet. Le sujet est d'actualité puisque je ne suis pas certaine. Si certains n'entendent pas bien, je vais vous demander de lever la main ou de nous le dire parce que là, vous n'entendez pas très bien. Donc, on peut. Est-ce qu'en haut, on peut monter le son ou autrement, on va utiliser le micro sans fil? Est-ce que là, vous entendez correctement? Non. Alors, je continue comme ça. Alors, nous allons revenir sur le traité de l'Élysée, puisque ce traité de l'Élysée aura 50 ans, on va dire le 22 janvier, donc nous y sommes presque. Mais surtout, vous n'êtes pas sans avoir remarqué que le comité Nobel a rendu hommage à l'Europe cette année en lui décernant le fameux prix Nobel de la paix pour avoir contribué à la réconciliation et à la démocratie. Je pense que c'était déjà un hommage à l'Europe et que ça annonçait très bien ce cinquantenaire du traité de l'Élysée et que ça pourrait être une amorce pour cette conférence que va nous donner Corinne de France. Merci, je vais vous céder la parole. Monsieur le ministre, Madame, Monsieur le maire adjoint, Mesdames et messieurs, tout d'abord je voudrais vous remercier de m'accueillir ici dans votre ville d'Issy-les-Moulineaux et je suis particulièrement heureuse à quelques jours de cet événement que nous allons célébrer mardi prochain de vous parler du traité de l'Élysée, de son histoire, aussi un petit peu de sa mémoire. Est-il devenu un lieu de mémoire franco-allemand? Je suis particulièrement reconnaissante à Madame Vessière d'avoir, pardonnez-moi, je ne suis pas sûre, on doit pouvoir, oui, mais il n'est plus dans l'ordre du tout. Voilà. Voilà, à Madame Vessière d'avoir rappelé le prix Nobel décerné à l'Union européenne, donc le prix Nobel de la paix décerné à l'Union européenne le 10 décembre dernier à Oslo pour sa contribution, je cite, à la paix, à la réconciliation et à la démocratie sur le continent. Dans son discours, le président du comité Nobel, Torbjörn Jagland, a retracé l'histoire du processus de réconciliation en Europe et ses étapes depuis 1945 jusqu'à la chute du mur de Berlin et puis la sortie de guerre dans les Balkans, en faisant à maintes reprises référence à l'œuvre de rapprochement entre la France et l'Allemagne, montrant, et je le cite, que la guerre et le conflit peuvent rapidement laisser place à la paix et à la coopération. Alors, cette réconciliation franco-allemande était une... Est-ce que vous m'entendez mieux? Voilà, donc, est-ce que je dois maintenir... Oui. Voilà. Cette réconciliation franco-allemande était à la fois une condition nécessaire pour la construction de l'Europe et à son tour, l'Europe a consolidé ce partenariat, ce tandem franco-allemand. Et je crois que ce n'est pas du tout un hasard si ce prix Nobel a été décerné à l'Union européenne en plein cœur de l'année franco-allemande. Alors vous voyez ici la remise du prix Nobel et donc au cours de cette année où France et Allemands vont fêter le 50e anniversaire du traité de l'Élysée. Le président du comité Nobel a ajouté: la présence aujourd'hui de la chancelière Angela Merkel et du président François Hollande rendent cette journée particulièrement symbolique. Donc symbolique, le mot est lâché. La chancelière et le président se sont
levée et en exprimant donc ce noyau franco-allemand de la réconciliation et la construction européenne. Dans son discours d'acceptation du prix, le président du Conseil européen, M. Van Rompuy, a présenté le traité de l'Élysée, qu'il qualifie de traité de l'amitié, comme le symbole par excellence de la réconciliation en politique. Donc on voit des discours émanant de plusieurs horizons qui mêlent à chaque fois cette idée de réconciliation franco-allemande, réconciliation et construction européenne. Alors cette année franco-allemande dont vous voyez ici le label avec les couleurs des deux pays fusionnés, cette année franco-allemande a commencé officiellement à l'été 2012 avec la rencontre de la chancelière allemande et du président français récemment élu à Reims le 8 mai donc 2012 pour commémorer la rencontre de Konrad Adenauer et de Charles de Gaulle dans cette même ville le 8 juillet 1962. La deuxième étape de cette année franco-allemande a été célébrée à Ludwigsburg en septembre et en présence de jeunes Français et Allemands, la chancelière, le président ont rendu hommage au discours prononcé 50 ans auparavant, en allemand d'ailleurs, par le président de Gaulle à la jeunesse allemande et qui avait suscité à ce moment-là un enthousiasme considérable. Il faut dire qu'il avait dit aux jeunes Allemands, vous êtes un grand peuple et vous êtes l'avenir. La troisième étape et l'acmé de cette année franco-allemande va donc avoir lieu dans quelques jours, mardi prochain, la commémoration de la signature même du traité de l'Élysée. Une cérémonie commune rassemblera les deux gouvernements, il y aura un conseil des ministres franco-allemands, les deux assemblées, enfin l'Assemblée nationale et le Bundestag, pendant que le Sénat et le Bundesrat se réuniront aussi de leur côté. Pour cette occasion, des actes symboliques ont été préparés, comme l'émission d'un timbre commun, donc avec le même motif. Et donc ça, ce n'est pas tout à fait quelque chose de nouveau. Ça s'est vu déjà à plusieurs occasions, à plusieurs anniversaires du traité. On en reparlera. Et phénomène plus nouveau, l'émission d'une pièce commune. C'est la première fois que deux pays membres de la zone euro émettent ensemble une pièce avec un même motif, donc les portraits de De Gaulle et Adenauer, et cette mention dans les deux langues, 50 ans du traité. Le dernier acte de cette année jubilaire aura lieu le 5 juillet 2013 et ce sera l'anniversaire des 50 ans de l'Office franco-allemand pour la jeunesse dont la fondation avait été annoncée par le traité de l'Élysée en janvier et concrétisée en juillet 1963. Et d'ailleurs, la jeunesse a été proclamée par la France et la République fédérale priorité et fil rouge du jubilé franco-allemand. Alors, de manière non surprenante, les deux gouvernements soulignent la centralité du traité de l'Élysée pour les relations franco-allemandes. Je peux citer cet extrait de la page de présentation du ministère allemand des Affaires étrangères. Le traité de l'Élysée marqua le début d'une amitié exceptionnelle et unique par son intensité entre la France et l'Allemagne. Il est le fondement politique, juridique et symbolique pour la coopération exemplaire entre deux États, pendant que l'un des nombreux sites français évoque, lui, cet accord qui a scellé la réconciliation franco-allemande et qui demeure la référence fondamentale du partenariat entre nos deux pays. Donc le message paraît être clair. Le traité est présenté de part et d'autre comme un acte fondateur, ouvrant une nouvelle ère dans les relations bilatérales. Et si l'on en croit ses propos officiels, la réconciliation serait l'œuvre des politiques, en l'occurrence de De Gaulle et d'Adenauer. C'est une présentation qui est bien sûr schématique et contestable parce qu'elle passe sous silence tout le long et difficile chemin parcouru avant 1963 et depuis l'immédiate après-guerre, depuis même 1945, cette vision a le mérite de mettre en lumière la construction de ce récit de la réconciliation bilatérale comme l'histoire d'un succès.
celui de la transformation, pourrait-on dire, des anciens ennemis héréditaires en amis héréditaires. Et ce modèle, donc, est parfois présenté comme l'une des meilleures valeurs d'exportation de l'histoire franco-allemande. Alors, partant de cette présentation officielle, je voudrais replacer ce processus bilatéral dans sa perspective historique pour rappeler précisément que le traité de l'Élysée n'est pas le début de l'ère franco-allemande, mais s'inscrit dans une longue série d'initiatives politiques, économiques, culturelles, sociétales, de rapprochement et de coopération. Et puis, dans un deuxième temps, je proposerai de retracer la manière dont le traité s'est imposé peu à peu dans les mémoires françaises et allemandes pour devenir vraiment un lieu de mémoire symbolique très fort de cette relation, et comment donc il est devenu objet de commémoration. Et je fais référence évidemment à l'expression de Pierre Nora pour me demander s'il est un lieu de mémoire des relations franco-allemandes. Il faut se souvenir qu'en 1963 et dans les années suivantes, l'affaire n'était pas bien partie. Vite après la signature du traité, on a parlé d'un enfant mort-né. Donc comment a-t-on pu ranimer cet enfant mort-né et en faire ce symbole de la réconciliation et du partenariat? Donc, dans un premier temps, je vais m'interroger sur ce traité, point de départ ou déjà point d'aboutissement d'un rapprochement franco-allemand. Alors, il y a eu, bien sûr, avant, un rapprochement politique, diplomatique, qui est d'ailleurs aujourd'hui bien connu. On peut dire que, bien évidemment, tout n'a pas commencé avec le traité de l'Élysée. Côté allemand, il faut rappeler que le chancelier Adenauer était convaincu depuis l'après-Première Guerre mondiale que la réconciliation entre la France et l'Allemagne était une condition nécessaire au maintien de la paix et à la prospérité en Europe. Et en tant que maire de la ville de Cologne, il avait fondé à la fin des années 20 une société franco-allemande pour développer les échanges culturels et sociétaux entre les deux pays. Donc, de la part d'Adenauer, un engagement déjà depuis longtemps pour un rapprochement avec la France. Côté français, il faut bien évidemment rappeler la figure de Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères, président du Conseil, et qui, bien qu'il ait ressenti de la méfiance à l'égard de l'Allemagne, était persuadé, comme Adenauer, que la coopération entre les deux pays était nécessaire pour construire l'Europe. Et le plan Schuman, que l'on voit ici, que l'on va voir, proposant de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune, marque une étape fondamentale. Et d'ailleurs, à Bruxelles, c'est le 9 mai qui est un jour férié de commémoration de la construction européenne. Donc je crois qu'on n'a toujours pas vu la photo de... Voilà, merci. Et évidemment, le plan Schuman, le traité sur la communauté du charbon et de l'acier, la CECA, ont été évoqués dans les discours d'Oslo du 10 décembre dernier. Alors quand le général de Gaulle revient au pouvoir en mai 1958, en fait, le chancelier Adenauer est inquiet. Il est inquiet parce qu'il se demande quel va être le retour du général, les conséquences du retour du général sur la politique européenne. De Gaulle, dans les années 50, avait pris position à plusieurs reprises contre la construction européenne telle qu'elle était en train de s'accomplir. Et c'est pourquoi le général a voulu très vite rassurer le chancelier et consolider la confiance ou établir la confiance dans les relations bilatérales. Et il fait un geste symbolique inédit. Il l'invite dans sa résidence privée à Colombey-les-Deux-Églises le 14 septembre 1958. Je crois que Adenauer a été le seul chef d'État et de gouvernement invité par le général de Gaulle dans sa résidence privée. Et en juillet 1960, alors qu'il recevait le chancelier à Rambouillet, de Gaulle a lancé à ce moment-là le projet d'une union politique de l'Europe sur base intergouvernementale au sein de l'Europe des six. C'est un projet qui est connu sous le nom de plan Fouché et qui a fini par échouer en 1962, les partenaires européens soupçonnant la France de vouloir mettre en question le degré d'intégration déjà atteint en Europe, notamment en matière économique.
Et la méfiance de la France aussi à l'égard de l'organisation militaire intégrée de l'OTAN n'était pas non plus compatible avec les attentes des 5 autres pays partenaires. Et à la suite de cet échec, donc de cette tentative multilatérale européenne, De Gaulle va se replier sur une solution d'une coopération bilatérale franco-allemande, et le chef de l'État invite Adenauer pour une visite en France en juillet 62, qui a été un grand succès avec Reims, mais qui n'est qu'une des étapes du voyage d'Adenauer en France. Et puis à l'automne, en septembre, De Gaulle rend cette visite officielle en RFA, et c'est à l'issue de ces 2 voyages qu'a été rédigé un mémorandum qui est en fait l'esquisse du futur traité de l'Élysée. Alors, si on comprend aisément l'intérêt de De Gaulle pour une coopération bilatérale avec la RFA après cet échec d'une tentative multilatérale européenne, donc une solution, on peut dire, de secours, une compensation, les raisons d'Adenauer qui expliquent son ralliement à ce plan sont complexes. Le politologue allemand et biographe d'Adenauer, Hans-Peter Schwarz, a repéré 5 motifs qui ont joué dans la décision du chancelier. D'abord, il souligne en premier lieu la volonté d'une coopération étroite avec la France, qui est, comme on l'a vu déjà, très ancienne chez le chancelier. C'est une constante. Ensuite, depuis les 2 crises de Berlin, une crise en 1958, l'ultimatum de Khrouchtchev qui veut que les troupes alliées quittent la ville, et puis surtout en août 1961, la construction du mur de Berlin, la confiance d'Adenauer dans les États-Unis a été passablement ébranlée parce que les États-Unis n'ont pas très fermement pris position lors de ces 2 crises et ont même pu considérer que la construction du mur, dans un certain sens, pouvait consolider le statu quo en Europe en cette période de la guerre froide. Donc, en revanche, De Gaulle, lui, avait dénoncé, dans les 2 cas, la politique de Moscou, affiché très fermement son soutien à l'égard de Bonn et de Berlin-Ouest. Troisième raison, l'intensification du bilatéralisme franco-allemand pouvait être un moyen de faire pression sur les États-Unis pour Adenauer, car le chancelier savait fort bien de qui dépendait prioritairement la sécurité de la RFA. Donc il savait qu'il avait besoin de cette relation avec les États-Unis, mais il voulait peut-être les aiguillonner pour leur montrer qu'un autre partenariat était également possible. 4e point, le souci d'Adenauer d'ancrer la France à l'ouest, de gagner De Gaulle à la cause de l'intégration européenne, de tenter de le convaincre de rester pleinement dans l'Alliance atlantique et peut-être aussi, ça serait le dernier point, de repousser le fantôme d'une alliance franco-soviétique avec les phrases de Gaulle, d'une Europe de l'Atlantique à l'Oural qui inquiétait beaucoup pas bonne. Mais étant donné l'isolement politique d'Adenauer dans son propre camp, on parle du conflit entre les gaullistes et les atlantistes au sein des chrétiens démocrates allemands, il faut se demander pourquoi il n'en est pas resté à l'idée qui a longtemps prévalu de signer un simple protocole ou un procès-verbal, en tout cas un document qui a une valeur juridique limitée, qui n'engage pas trop, et pourquoi pratiquement au dernier moment, seulement le 18 janvier, soit 4 jours avant la signature de ce document, Adenauer fait sonder De Gaulle pour savoir s'il accepterait que ce document devienne un véritable traité en bonne et due forme. Donc on voit là comment le traité est aussi très largement une improvisation. Et c'est tellement improvisé d'ailleurs que la délégation allemande est arrivée à Paris sans les instruments nécessaires à la signature d'un tel accord. Il a fallu qu'elle parte chez Hermès acheter le cuir bleu le plus proche possible de celui de la République fédérale. On n'avait pas non plus le tampon officiel. Enfin, ça a été un petit peu de bricolage de dernière minute. Et le problème, c'est qu'en faisant un véritable traité, un traité, ça doit être signé ratifié devant le Parlement. Adenauer ouvrait la porte à un débat dont on connaît les conséquences, puisqu'on sait que le Bundestag, l'Assemblée nationale allemande, l'Assemblée fédérale, pardon, le Bundestag, allait imposer un préambule sur lequel on reviendra. Alors l'hypothèse est souvent avancée qu'Adenauer aurait voulu lier ses successeurs. Il savait qu'il allait prochainement quitter le pouvoir à l'automne 63 et qu'il voulait imposer ce partenariat avec la France avant de quitter la scène.
Alors politiquement, vous voyez, il y a un chemin, un long chemin qui commence déjà au moins avec le plan Schuman, si ce n'est plus tôt, et qui va déboucher sur la signature du traité de l'Élysée. Alors chemin politique, oui, mais chemin entre les deux sociétés aussi. Et les acteurs non gouvernementaux avaient déjà joué un rôle important pour rapprocher les peuples français et allemands. Alors, on peut établir une comparaison avec la brève période d'embellie franco-allemande de l'entre-deux-guerres, ce qu'on appelle l'ère Briand-Stresemann. Et quand on fait cette comparaison, on voit qu'un rapprochement qui est décidé par en haut, comme dans l'entre-deux-guerres, n'arrive pas à s'enraciner sur la durée si les peuples ne participent pas à ce mouvement. Et cet ancrage sociétal a été totalement insuffisant dans l'entre-deux-guerres, qui a été presque exclusivement le fait de petits cercles élitistes très réduits, d'intellectuels, d'hommes d'affaires, mais sans relais vraiment dans les bases profondes de la société. Et là, la situation a changé de ce point de vue considérablement après 1945-1949, et c'est par la multiplication des échanges entre les deux sociétés, françaises et ouest-allemande, que l'idée du rapprochement s'est considérablement enracinée au cœur des deux populations. Alors, il ne s'agit pas du tout d'opposer les gouvernements et les acteurs de la société civile. Ils ont su coopérer, d'ailleurs, dès l'époque de l'immédiate après-guerre, qu'on pense par exemple à une figure comme celle de Joseph Rovan, l'auteur remarquable à 27 ans et donc en 1945 d'un article qui s'appelait « L'Allemagne de nos mérites » qui a été publié dans la revue Esprit et dans lequel il disait « L'Allemagne de demain sera celle de nos mérites à nous occupant aujourd'hui et nous avons la responsabilité de ce que sera l'avenir de l'Allemagne. » Donc il ne suffit pas de dénazifier, de prendre des mesures coercitives, il faut offrir un avenir démocratique aux Allemands et en particulier à la jeunesse allemande. Et Joseph Rovan était déjà très connu pour son action associative dans le domaine de l'éducation populaire et il va accepter de travailler pour le gouvernement militaire français en Allemagne, dans cette petite zone qu'occupe la France dans le sud-ouest de l'Allemagne, pour s'occuper des questions de jeunesse, parce qu'il estime à ce moment-là qu'il peut être plus efficace en se mettant au service du gouvernement militaire qu'en restant dans son association Peuple et Culture. On peut encore citer l'exemple du père jésuite Jean Duriveau, qui était aumônier des forces françaises et qui a créé dès l'automne 1945 le Bureau international de liaison et de documentation qu'on appelle le BILD, et puis sa sœur jumelle allemande, la Gesellschaft für übernationale Zusammenarbeit, qui sont aujourd'hui encore deux associations, deux organisations très importantes de coopération franco-allemande. Alors, d'autres médiateurs ont, eux, préféré travailler en marge du gouvernement militaire. Et là, je citerai l'exemple d'Alfred Grosser, qui était à l'époque secrétaire général du Comité français d'échange avec l'Allemagne nouvelle, une structure créée aussi en 1948. 1948, c'est aussi le début des premières associations de la société civile ouest-allemande. C'est la création notamment de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg, qui aujourd'hui encore est un organisateur très efficace des échanges, notamment entre jeunes et futurs médiateurs. En tout cas, c'est au cours même des années de l'occupation, donc dans l'immédiate après-guerre, que s'ébauche un dialogue franco-allemand qui, je crois, ouvre aussi la voie au traité de l'Élysée. Alors, quelles étaient les formes de ce nouveau travail culturel ? Alors, les plus grandes associations de rapprochement, comme celle que je viens de citer, organisaient des échanges et des rencontres en ciblant vraiment sur les jeunes et les futurs médiateurs. Il y avait une myriade de petites associations locales, telles des cercles franco-allemands, des sociétés franco-allemandes, Deutsch-Französische Gesellschaften, qui essayaient d'organiser des semaines franco-allemandes, des expositions, des conférences, et ont souvent œuvré à la préparation des premiers jumelages. Les jumelages sont véritablement une invention de l'après-guerre et certainement l'expression la plus forte, symboliquement aussi la plus forte de cet ancrage et de cette participation des citoyens français et allemands à ces échanges. Lors de la signature du traité de l'Élysée, on comptait déjà une centaine de jumelages et plusieurs milliers d'enfants et de jeunes s'étaient déjà rendus dans le pays voisin.
Donc non, une fois encore, et sur ce plan-là, tout n'a pas commencé avec le traité de l'Élysée. Alors là, j'ouvre peut-être une toute petite parenthèse, on pourra y revenir si vous le souhaitez ultérieurement. Dans cette sphère sociétale, il n'y a pas eu que des contacts entre les Français et les Allemands de l'Ouest, même s'il y a eu majoritairement des échanges entre les Français et les Allemands de l'Ouest. Il y a eu aussi des contacts entre des Français et des Allemands de l'Est, bien avant même que la France ne reconnaisse la République démocratique allemande en 1973. Les premiers jumelages entre des villes françaises et des villes de RDA ont été signés en 1959 pour le 10e anniversaire de la fondation de la RDA. Voilà, je referme cette petite parenthèse, mais il faut toujours garder à l'esprit, parce que ça joue un rôle notamment après la réunification. Il ne faut pas oublier qu'il y avait eu aussi tout un travail de relation entre la France et l'autre Allemagne. Alors, relations sociétales, relations économiques aussi, bien sûr, bien antérieures à 63. De 1950 à 63, la valeur des importations allemandes en provenance de France avait été multipliée par 8 et celle des produits allemands exportés vers la France par 10. La France était le deuxième pays fournisseur de l'Allemagne après les États-Unis. Dès 1953, la RFA était le plus important débouché pour les produits français. Et à partir de 1958, le premier pays dont elle importait les biens. Donc, au tournant aussi des années 50 et 60, la progression des échanges économiques bilatéraux s'est encore accrue, dopée cette fois-ci par la fondation de la communauté économique européenne et la mise en place progressive du marché commun. Cela aussi, il ne faut pas l'oublier, les traités de Rome précèdent le traité de l'Élysée. Donc on peut dire que cette signature du traité de l'Élysée n'a été possible que parce qu'une grande partie de ce travail de rapprochement multisectoriel avait déjà été réalisé et ce traité est déjà un aboutissement. Il s'inscrit dans une continuité et non en rupture avec les évolutions précédentes, mais il marque aussi, et c'est tout à fait incontestable, un point d'accélération dans toutes ces relations. Et pour mettre en lumière cette interaction des acteurs de la société civile et des acteurs officiels, permettez-moi de rapprocher deux citations. À l'été 50, lorsqu'il a conclu le premier jumelage franco-allemand, le maire de Montbéliard, qui se jumelle avec Ludwigsburg, alors c'est en août 50, déclare marcher dans la voie qui vient d'être ouverte par le plan Schuman en mai 1950. Et Monsieur Santini, je vous ai emprunté une citation dans un article que vous avez écrit il y a quelque temps sur les jumelages franco-allemands, où vous avez rappelé que Alain Poher, l'ancien président du Sénat, avait dit lui-même que la signature du traité de l'Élysée était la suite logique de toutes ces dizaines de jumelages qui avaient été signés auparavant. Donc l'un entraîne l'autre. Et je suis très heureuse d'être ici ce soir dans une ville qui a signé l'un des tout premiers jumelages avec l'Allemagne, puisque je crois que c'est en 1954 que ici les Moulineaux a conclu son jumelage avec Weiden en Bavière. Et à l'époque, il n'y avait qu'une petite dizaine de jumelages entre la France et l'Allemagne. Ça s'est développé très doucement. En 1958, il n'y avait que 25 jumelages entre la France et la RFA. Alors, le traité de l'Élysée, je vais vous le présenter lui-même très rapidement. On le connaît, c'est un texte court qui est organisé en deux parties. On pourrait presque dire la forme et le contenu. La forme, c'est l'organisation avec ses consultations régulières, l'architecture, si l'on veut, franco-allemande. Et la deuxième partie, c'est le programme en 3 points. La politique étrangère. Alors, pardon, j'avais... Voilà, oublié de vous montrer la deuxième photo du jumelage Montbéliard-Ludwigsburg, l'acte de jumelage lui-même. Donc les 3 points du traité, affaires étrangères, défense et sécurité, éducation et jeunesse. À noter que le terme de culture ne figure pas une seule fois dans le traité de l'Élysée. On dit souvent que, que la culture serait le volet le plus réussi du traité de l'Élysée, mais le terme en est absent. Alors, pendant les débats de ratification que j'ai déjà évoqués tout à l'heure, au printemps 63, le Bundestag a imposé l'adjonction d'un préambule
qui rappelait le devoir de relations politiques, économiques et de défense étroite entre la RFA et les États-Unis, mais aussi avec la Grande-Bretagne et évidemment de défense dans le cadre de l'OTAN. Et aux yeux de Gaulle, donc, ce traité était largement vidé de son sens. Et vous connaissez sans doute cette formule qu'il aurait employée alors: les traités sont comme les roses et les jeunes filles, ça dure ce que ça dure. Certains ont donc parlé à partir de ce moment-là d'un traité mort-né, et il est vrai qu'en 1963, l'idée d'un bilatéralisme franco-allemand exclusif avait échoué. Ce préambule avait quand même, pour la partie allemande, tout à fait remis les pendules à l'heure. Alors, en octobre 63, comme convenu, Adenauer quitte le pouvoir, et les relations entre De Gaulle et le successeur d'Adenauer, Erhard, vont être tendues, marquées par d'incessants conflits en matière de politique européenne, de sécurité, de politique vers l'Est. Cependant, même dans cette période difficile, de tension, grâce à la consultation, le dialogue a toujours été maintenu. Alors, durant l'ère Brandt et Pompidou, les relations ont été un petit peu meilleures, mais elles ont manqué de chaleur, et l'interprète français du président, Paul Falquin-Bourget, a rappelé dans ses mémoires combien il lui était parfois pénible de traduire les silences. Et donc Pompidou s'inquiétait de l'os politique de Brandt, les questions européennes continuaient de les diviser, malgré l'entrée de la Grande-Bretagne dans la communauté européenne. Cependant, si on fait un bilan au milieu de ces années 70, il y a une institution qui avait fort bien marché, c'est l'Office franco-allemand pour la jeunesse, donc lui-même créé en juillet 63, et en 10 ans, il avait déjà réussi à faire se rencontrer plus de 2 millions de jeunes français et allemands, et aujourd'hui on est à plus de 8 millions de jeunes qui ont bénéficié des rencontres soutenues par l'Office. Alors il faudrait encore attendre l'ère entre Helmut Schmidt et Valéry Giscard d'Estaing pour voir ce qu'on a appelé parfois le moteur franco-allemand prendre vraiment son essor. Et après 10 ans d'hibernation, le traité a enfin pu déployer tout son potentiel et contribuer à l'intensification des relations bilatérales. Mais il a fallu passer cette phase de 10 ans où il a été pratiquement en hibernation. J'en arrive à ma deuxième partie, le traité comme lieu de mémoire et l'usage politique qui est fait du traité. Alors, quelle est la place du traité dans la mémoire des Français et des Allemands ? Jusqu'en 63, on peut dire que les deux pays avaient une histoire commune, surtout marquée par des guerres, mais une histoire commune qui ne donnait pas lieu à une mémoire commune des Français et des Allemands. Et les deux pays avaient aussi une histoire de paix, mais une histoire de paix douloureuse entre les deux. Pour la France, c'était le traumatisme encore de la défaite de 1970-71, et pour l'Allemagne, évidemment, le traumatisme du traité de Versailles. La situation a changé après 1945 parce que les deux peuples ont voulu à ce moment-là, enfin ravagés, sortis absolument ravagés de la guerre, ont voulu construire un avenir commun dans le cadre de l'intégration européenne. Alors, le traité est-il devenu un lieu de mémoire au sens où l'entend Pierre Nora, c'est-à-dire un lieu, je reprends une définition de Pierre Nora, où se cristallise et où se réfugie la mémoire? Selon la définition de l'historien, un lieu de mémoire est, je le cite, une entité matérielle ou immatérielle qui, par la volonté humaine ou le travail du temps, est devenue un élément symbolique de l'héritage mémoriel d'une communauté. Alors, le traité de l'Élysée est avant tout une date, le 22 janvier, qui a certes la matérialité d'un acte diplomatique. Est-il devenu donc un élément symbolique de l'héritage mémoriel d'une communauté franco-allemande, si tant est que celle-ci existe? Et y a-t-il eu cette volonté de faire du traité un lieu de mémoire? Alors, au début, le traité de l'Élysée n'a certainement pas été un lieu de mémoire. Pendant les premiers anniversaires du traité, n'ont pas été commémorés, n'ont pas donné lieu à des festivités particulières. Ce traité était improvisé, c'était une forme de compensation pour l'échec du projet d'union politique de l'Europe, et tout ça ne fait pas une bonne base pour devenir un lieu de mémoire.
Et évidemment, l'affaire du préambule avait encore aggravé la situation, les tensions politiques aussi. Alors, pour le 10e anniversaire du traité en 1973, Pompidou et Brandt commémorent certes l'événement, et un timbre est d'ailleurs émis pour la première fois commémorant donc le 10e anniversaire du traité sur la coopération franco-allemande. Ce timbre dont vous avez là l'estampille République française est émis avec le même motif par la République fédérale. Pendant la période Giscard-Schmitt, la coopération franco-allemande s'est considérablement développée. Alors on aurait pu penser que cette période serait importante pour la transformation du traité de l'Élysée en lieu de mémoire, mais ces anniversaires n'ont pas non plus été commémorés. On dit que Giscard s'intéressait au présent et au futur sans avoir le sens des symboles et des symboles historiques. Et le politologue allemand Zibura a écrit alors en 1978 un paradoxe. On vit avec le traité, il était véritablement, il avait retrouvé toute sa vigueur à cette époque-là, mais on le vit avec le traité sans se souvenir de son existence. Alors, c'est le premier tournant, finalement, c'est le 20e anniversaire du traité, en janvier 1983, où le président Mitterrand tient un grand discours au Bundestag, où il défend à ce moment-là la politique de sécurité d'Helmut Kohl. C'est le moment du stationnement des Pershing et des missiles américains en Europe. Et il choisit pour ce grand discours extrêmement important cette date-là, la date du traité, un lieu symbolique, le Bundestag, et ce discours a un retentissement considérable. C'est la première fois qu'on peut lier finalement la date d'un anniversaire du traité à un événement marquant. L'émotion est présente, mais l'émotion serait encore beaucoup plus présente quelques 20 mois plus tard à Verdun, le 22 septembre 1984. Et à ce moment-là, on arrive véritablement dans la symbolique de la réconciliation. Mais le lieu et la date, comme vous pouvez le voir, sont déconnectés du traité de l'Élysée. Donc la gestuelle, très fort, deux hommes se tenant la main devant l'ossuaire de Douaumont, et une image qui fait véritablement le tour du monde, qui reste aujourd'hui dans les anthologies du XXe siècle en images. C'est une photo qui est reproduite absolument partout. Alors, le 25e anniversaire, ma foi, à nouveau, émission d'un timbre. Quelques grandes mesures sont annoncées. Je ne vais pas insister là-dessus, mais un tas de conseils, conseil économique et financier, conseil de la défense et de sécurité, conseil de l'environnement sont créés. La brigade, ce qui va devenir la brigade franco-allemande est annoncée. Donc, des mesures importantes, mais symboliquement, je dirais presque qu'on en reste à ce timbre. Finalement, la première fois où on a célébré un anniversaire du traité à une date et dans un lieu très symbolique, avec une mise en scène politique emblématique très forte, ça a été pour le 40e anniversaire, le 22 janvier 2003. Bon, timbre, à nouveau. Alors là, c'est intéressant parce que ce n'est pas le même motif en France et en Allemagne. Et puis, vous n'avez pas cette fois-ci la représentation d'Adenauer et de De Gaulle, mais la Genèse d'un côté, et puis d'autre part, le symbole d'un pont sur le Rhin. Et il faut remarquer qu'il est sans doute très inhabituel de fêter en si grande pompe un 40e anniversaire. Alors le 5e, on s'y attend, bien sûr, mais le 40e, c'est plus étonnant. Alors sans doute le contexte l'explique. Après une phase de tension initiale entre Chirac et Schröder, les deux hommes se retrouvaient sur la même longueur d'onde face à la guerre en Irak, et ils voulaient afficher leur solidarité retrouvée en cette occasion. C'est à ce moment-là qu'est décidé que le 22 janvier, que tous les 22 janvier serait très officiellement la journée franco-allemande fêtée dans les écoles. Voilà une photo qui vient de la photothèque de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Et donc le jour de la réconciliation bilatérale. Donc on crée un jour officiel de la réconciliation et de la coopération.
C'est, à mon avis, à ce moment-là, en 2003, que se passe la reconnaissance officielle, symbolique de la date de la signature du traité. Les deux gouvernements ont choisi aussi, pour donner toute cette emblématique, cette mise en scène symbolique, des lieux particuliers, et c'est Versailles et Berlin. Donc le 40e anniversaire a été organisé à Versailles, dans la salle du Congrès, réunissant les députés des deux pays. Et le lieu a été choisi, évoquant cette fois-ci des souvenirs qui pouvaient être négatifs de l'histoire franco-allemande. Et le président Jacques Chirac l'a souligné dans son discours. Il souligne que Versailles marque deux fois une tragédie, que c'est le traumatisme des Français, puisque l'Empire a été proclamé, l'Empire allemand a été proclamé dans la Galerie des Glaces en janvier 71. Et puis, c'est un traumatisme pour les Allemands, puisque le traité de Versailles a aussi été signé dans cet endroit-là. Et donc, l'objectif est clair, c'est de démontrer que maintenant, les deux peuples doivent assumer leur passé, créer une communauté de mémoire, s'ils veulent confirmer un avenir commun, une communauté de destin. Gerhard Schröder, lui, dans son discours, choisit de mettre en lumière Versailles comme un lieu de mémoire positive et l'expression des valeurs pour l'avenir, donc deux discours très complémentaires. Et il rappelle, je le cite, que c'est à Versailles qu'a été proclamée la Déclaration des droits de l'homme en 1789, liberté, égalité, fraternité, constituant le fondement et le modèle de l'Europe à bâtir, dit-il. Donc, double investissement symbolique, finalement, affronter le passé, mais aussi affirmer des valeurs d'avenir. C'est un retournement mémoriel majeur, passer finalement du passé, de la mémoire qui divise, à une mémoire qui doit maintenant unir la France et l'Allemagne. Alors, ça, c'était le côté symbolique, emblématique, tourné vers le passé, comment interpréter le passé. Le lendemain, à Berlin, tourné vers l'avenir. C'était le Parlement franco-allemand des jeunes, organisé par l'OFAGE, qui a réuni plus de 500 jeunes lycéens, jeunes étudiants allemands, qui ont réfléchi en séance. Ils ont été divisés par groupe aussi. Et puis, il y a eu une séance plénière à la fin dans laquelle ils ont fait part à Schröder et à Chirac d'une série de propositions. C'est eux d'ailleurs qui font la proposition de faire du 22 janvier la journée franco-allemande. Et une autre de leurs propositions va être retenue. Ça va être celle de créer un manuel franco-allemand d'histoire, dont les 3 tomes ont paru entre... Alors là, vous avez le premier en rouge, paru en 2006 pour les classes de terminale, en bleu pour les classes de première, et puis en 2008, et puis en vert, donc le manuel pour les classes de seconde qui est sorti en 2011. Donc avec Versailles, ou Versailles et Berlin, le traité a trouvé un lieu pour s'incarner, pour prendre véritablement une autre dimension. C'est, je pense, à ce moment-là qu'il devient véritablement ce lieu de mémoire correspondant à la définition de Pierre Nora. Alors quel usage en a-t-il été fait pour construire ce mythe de la réconciliation ? Alors la réconciliation, qui est rappelée inlassablement dans tous les discours, est en partie mythique. Alors il faut s'entendre sur les termes. Quand je dis mythique, c'est un grand récit, c'est en ce sens-là que j'utilise, mais qui se fonde incontestablement sur une réalité du rapprochement franco-allemand qu'on ne peut pas nier. C'est un récit qui est construit et qui entend déconstruire cet autre mythe de l'ennemi héréditaire qui avait été forgé dans le dernier tiers du XIXe siècle. Et donc il se décline avec des gestes, des lieux symboliques. C'est un récit qui est fondateur, puisque cette réconciliation est censée marquer le début d'une nouvelle ère. Et ce récit est aussi un récit emblématique, parce qu'il y a eu un précédent, la réconciliation, si l'on veut, ratée de l'entre-deux-guerres. Aristide Briand et Gustav Stresemann avaient reçu, sans doute un peu trop tôt, le prix Nobel de la paix en 1926 pour avoir signé les accords donc, de Locarno et la réconciliation franco-allemande. On connaît la suite.
Donc comment, dès lors, se référer à la réconciliation bilatérale et comment pouvoir la présenter alors qu'il y a eu un si cuisant échec dans l'entre-deux-guerres? D'ailleurs, il faudra attendre très longtemps, pratiquement à la fin des années 80, pour que d'un côté et de l'autre du Rhin, on fasse référence à Briand et Stresemann. Pendant très longtemps, cela a été un tabou des discours officiels parce que c'était lié finalement à une mémoire négative, à un échec de la réconciliation. Alors, à Versailles, donc ce plus grand moment, on va dire, de la mise en scène mémorielle, les députés du Bundestag et de l'Assemblée nationale, comme représentants des peuples et de leurs citoyens, se sont engagés pour une coopération parlementaire plus étroite. Ils ont aussi prononcé une déclaration commune dans laquelle ils construisent ce récit de la réconciliation. Je voudrais vous lire un passage assez court de cette déclaration commune. Les députés allemands et français honorent la mémoire du général de Gaulle et du chancelier Konrad Adenauer qui ont su prendre l'initiative historique d'une réconciliation franco-allemande, étape indispensable sur la voie d'une Europe unie. L'analyse des 4 discours donc, qui sont prononcés à ce moment par les 2 présidents du Bundestag et de l'Assemblée nationale et par les 2 chefs d'État et de gouvernement montre que ces 4 personnalités vont se référer au terme de réconciliation, mais qu'ils s'y réfèrent et ils le revendiquent sous des modalités tout à fait différentes. Dans les discours des 2 Français, donc du président Chirac et de Jean-Louis Debré, président de l'Assemblée nationale, la réconciliation résulte, une fois encore, de la volonté de 2 hommes, De Gaulle et Adenauer, et dans leur récit, tout semble commencer en 1963. Le président du Bundestag et le chancelier Schröder, eux, font référence à une histoire plus longue qui inclut Robert Schuman, Jean Monnet. Tout ne se réduit pas dans leur discours à l'action des chefs d'État et de gouvernement. Ils remercient notamment le président du Bundestag, les acteurs de la société civile, et le chancelier Schröder cite un grand nombre de médiateurs des relations franco-allemandes. Il rend hommage au travail fait par le bas. Il cite l'apport des jumelages, très précisément, et des échanges de jeunes. Donc on voit une différence finalement franco-allemande dans la présentation et dans ce récit de la réconciliation. Alors quel est le lien finalement entre le traité de l'Élysée et la réconciliation? Il est d'usage de parler du traité de l'Élysée comme du traité de la réconciliation, mais très officiellement c'est un traité de coopération franco-allemande. Le terme de réconciliation ne figure pas dans le traité lui-même. Il n'est mentionné qu'une seule fois dans la déclaration commune de Gaulle et d'Adenauer qui accompagne le traité et qui évoque aussi l'amitié franco-allemande. Mais dès que ce traité a été signé, il est vrai que les autorités politiques dans les 2 pays ont souvent parlé du traité de réconciliation et d'amitié. Alors cela m'amène aux images, à la dimension visuelle de ce récit de réconciliation. Vous vous souvenez, donc si on peut revoir cette image de la signature du traité de l'Élysée le 22 janvier 1963, traité signé dans le salon Murat à l'Élysée devant des photographes et des journalistes. Sitôt les noms apposés au bas du document, De Gaulle et Adenauer se donnent l'accolade. C'est assez remarquable puisque De Gaulle n'a donné l'accolade qu'à Adenauer. Aux autres chefs d'État et de gouvernement, il tendait la main. Adenauer est le seul qui a eu droit à l'accolade. Et ce n'était ni le début ni la fin de la mise en scène. La mise en scène avait commencé en amont, en juillet et en septembre 1962. Elle avait même était particulièrement forte au moment de l'accueil du chancelier Adenauer à Reims, les 2 hommes assistant côte à côte à l'office dans la cathédrale. Donc le geste de la réconciliation dont on sait tous la dimension évidemment religieuse. Et De Gaulle a affirmé que ce jour-là, avec Adenauer, il avait scellé la réconciliation et ce qu'il fera graver dans la pierre sur le parvis de la cathédrale quelques années plus tard. Le chancelier Adenauer et moi-même venons dans votre cathédrale sceller la réconciliation de la France et de l'Allemagne. En juillet
2012, il y a donc quelques mois, une seconde plaque commémorative a été posée, portant traduction en allemand de cette pierre que vous voyez ici, et qui montre que le tandem Merkel-Hollande revendique aussi l'héritage de la réconciliation et n'hésite pas à faire usage de ce terme. Alors, c'est à ce moment-là, en juillet 1962, qu'un caricaturiste allemand a représenté le mariage franco-allemand sous les traits de Marianne et Michel Convolant, suivi du train de l'histoire. Et je trouve cette caricature tout à fait extraordinaire. Vous avez bien sûr Adenauer et De Gaulle qui accompagnent les jeunes mariés à l'hôtel. Et puis derrière, dans le cortège, vous pouvez reconnaître Robert Schuman, à côté Jean Monnet, et puis derrière le personnage plus petit, c'est Clémenceau qui porte sous le bras le traité de Versailles. Derrière, vous connaissez peut-être les grandes moustaches de Briand et à côté le crâne de Stresemann. Dans la suite du cortège, vous retrouvez les deux Kaiser, Bismarck, Napoléon III, Napoléon Ier, Frédéric II, Louis XIV, Richelieu, et seul, enfin, fermant le cortège, Charlemagne. Donc, Reims, c'est le moment de l'émotion, sur le parvis de la cathédrale, face à la foule. Quelques semaines plus tard, ce sera à nouveau l'émotion à Ludwigsburg, quand De Gaulle s'adresse à la jeunesse allemande en allemand. Donc, l'émotion est convoquée en amont de la signature du traité de l'Élysée. Les cérémonies publiques où les deux chefs d'État et de gouvernement vont rencontrer la foule, cela se passe en 1962. Et en 1962, ils se sont assurés du soutien de leurs opinions publiques pour s'engager plus avant et être sûrs qu'ils pouvaient aller vers la conclusion d'un partenariat. Alors on peut dire à contrario que Reims contraste finalement avec la sobriété très protocolaire de la signature du traité de l'Élysée, qui se passe, certes avec quelques journalistes, mais en interne au sein de l'Élysée. Il y avait certainement la volonté d'éviter tout parallèle avec Briand et Stresemann au moment où a été signé le traité de l'Élysée. Donc c'est vraiment au niveau symbolique en 84 qu'on va plus loin avec à nouveau cette image de Verdun. C'est le moment donc de la 70e anniversaire de la bataille de Verdun. C'est le retour de l'émotion, évidemment, convoqué avec ce geste, dont on ne sait pas trop encore, c'est largement débattu, si c'est un geste qui a été spontané ou prémédité. En tout cas, les deux chefs d'État et de gouvernement rendent hommage aux soldats des deux camps tombés pendant la Première Guerre mondiale. Et donc on voit à ce moment-là se produit cette espèce de salto mémoriel. On prend le passé douloureux à bras-le-corps pour commencer à façonner une mémoire commune franco-allemande. De cette histoire commune, mais qui avait divisé français et allemand, essayer d'avoir maintenant une mémoire commune. Donc on mobilise ces mauvais souvenirs pour la construction de cette fameuse communauté de destin dont parlait Nora. Voilà, et c'est très symboliquement chargé, puisqu'évidemment, ce souvenir négatif des rapports entre la France et l'Allemagne, c'est le sang de Verdun qui est transformé en héritage mémoriel commun et positif pour marquer la solidarité du couple franco-allemand dans la construction européenne. Alors, il faudra encore attendre un certain temps pour voir la mémoire oser aborder la question de la Seconde Guerre mondiale. Ce sera en 1994, donc c'est au moment du 50e anniversaire du débarquement allié en Normandie. À ce moment-là, on s'était posé la question de savoir s'il fallait inviter les Allemands à cette commémoration. La réponse avait été négative à l'époque. Et peut-être pour compenser cette décision, le président Mitterrand avait décidé d'inviter les soldats allemands de la brigade franco-allemande et de l'Eurocorps à défiler à côté de leurs camarades français sur les Champs-Élysées le 14 juillet. C'est dans l'ordre du symbolique un événement majeur, car comme l'avait relevé un commentateur du Monde, hormis Karl Lagerfeld et Claudia Schiffer, c'était la première fois depuis l'occupation que des Allemands défilaient à Paris, et de surcroît sur les Champs-Élysées.
D'ailleurs, paraît-il, à l'Élysée, on n'était pas certain de l'accueil que réserveraient les Parisiens, les Français à cette cérémonie. Et ça aurait été un très grand soulagement quand la foule a applaudi donc les Allemands défilant sur les champs. Donc une fois de plus, un souvenir traumatique qui est converti en potentiel pour l'avenir. Alors, on voit bien, le problème, c'est de quelle histoire faut-il se souvenir. Pendant longtemps, Reims et Verdun ont été les lieux centraux de cette mémoire, donc deux villes liées à Charlemagne, mais deux villes qui renvoient à l'antagonisme franco-allemand. Reims, ville occupée en 70-71, Reims, ville martyre de la Première Guerre mondiale. Verdun, l'horreur évidemment de la Grande Guerre. Et donc c'est la Première Guerre mondiale qui était le point nodal de cette histoire partagée. Et on peut dire que le président Sarkozy et Angela Merkel se sont inscrits dans cette voie le 11 novembre 2009 quand Nicolas Sarkozy a invité Angela Merkel à se rendre au pied de l'Arc de Triomphe pour commémorer et ranimer la flamme du soldat inconnu. C'est aussi une césure car Merkel est le premier chancelier ou chancelière allemande à assister à une cérémonie commémorative de l'armistice. On peut remarquer qu'à cette occasion, la Grande-Bretagne n'était pas représentée. Et en 1998, son prédécesseur, Schröder, qui avait été convié par Chirac, avait décliné l'invitation en disant « Le 11 novembre, c'est la victoire de l'Entente et de la France, c'est la défaite de l'Allemagne. » Et en 2009, il y a quand même eu quelques voix dans la presse allemande pour se demander ce que Merkel venait faire à Paris. Alors, est-ce que la Première Guerre mondiale est plus facile à aborder en termes de commémoration que la Deuxième ? Longtemps, on a dit que le rapprochement franco-allemand ou la réconciliation franco-allemande s'était faite sur l'oubli. Et je reprends les propos du politologue Philippe Moreau-Desfarges. Et c'est pourquoi il aurait fallu attendre finalement très longtemps, 2004, lors de la commémoration du 60e anniversaire du débarquement allié, pour voir le chancelier allemand prendre place à côté du président français avec cette accolade appuyée. Pourtant, quand on regarde la symbolique et les discours qui ont été prononcés, la Deuxième Guerre mondiale n'a pas toujours été passée sous silence. Cette mémoire est évoquée en sourdine lors de la visite d'Adenauer à Reims en juillet 1962, parce que Reims, c'est quand même la ville de la capitulation allemande. En 1984, à Verdun, Kohl et Mitterrand englobaient dans leur hommage les soldats morts aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais Verdun est tellement consubstantiel à la Première Guerre mondiale que ce message n'a pas pu être entendu ni en France ni en Allemagne. Donc pour, on va dire, l'intégration de la Deuxième Guerre mondiale au récit de la commémoration, c'est véritablement Caen, en 2004, qui marque un tournant. Alors, réconciliation fondée sur l'oubli, la réponse est en fait extrêmement complexe, dépend aussi de quelle mémoire, à laquelle on se réfère. Sans aucun doute, les deux gouvernements pendant longtemps ont partagé le point de vue que garder le regard rivé sur les pages sombres du passé pouvait constituer un frein à la réconciliation, surtout dans les premiers temps, où elle était fragile, dans les années 60 encore. Alors, d'où la tentation, non pas d'oublier, mais peut-être de faire silence sur le passé pour préserver l'avenir. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles le passé n'a pas été publiquement thématisé dans les discours officiels pendant longtemps, dans les années 60-70. Pour ce qui est de la politique des États, là aussi, la prudence s'impose. Alors, d'une part, juste avant la signature du traité de l'Élysée, entre 1958 et 1963, il est vrai que nombre de criminels de guerre allemands ont été graciés, libérés par le gouvernement français, sans doute par égard pour l'opinion publique ouest-allemande, mais aussi au cours de ces mêmes années, Paris et Bonn ont négocié des accords de réparation à l'égard des victimes françaises du nazisme. Donc la réparation des victimes était bel et bien prise en compte.
Il faut aussi distinguer entre cette mémoire officielle portée par les États et la mémoire vive des différents groupes de la société, avec des mémoires différentes que peuvent véhiculer les résistants, les déportés juifs, les déportés du travail, les anciens combattants, les anciens prisonniers de guerre, les malgré nous alsaciens ou mosellans, etc. Et ces groupes, eux, ont gardé leur mémoire et ont fait un réel travail très important pour que ces questions-là soient traitées dans les médias, pour que la justice s'en empare peu à peu. Et avec l'aide du temps, ces mémoires plurielles, diverses, ont fini par être intégrées dans le récit officiel. Cette mémoire a été aussi portée par le cinéma. Je pense à Nuit et brouillard en 1956. La chanson de Jean Ferrat, qui porte le même nom, Nuit et brouillard, la littérature, bien sûr, avec des premiers récits des survivants des camps qui n'ont pas été beaucoup lus dans l'immédiate après-guerre, mais qui ont été réédités et découverts après. Donc on peut dire que la réconciliation, au moins sur le plus long terme, n'est certainement pas oublieuse des crimes du passé. Alors peut-être pour faire vite, pour conclure, cette idée de réconciliation, il ne faut pas en abuser. Elle peut lasser. Des gens comme Rovan, comme Grosser ont souligné que eux, ils n'avaient pas à se réconcilier avec les Allemands. Rovan, surtout, il faut garder en tête qu'il a été à Dachau, qui a fait l'expérience des camps de concentration, et il dit à Dachau, moi j'ai rencontré des Allemands démocrates qui étaient les premières victimes du nazisme, et avec ces Allemands-là, moi je n'avais pas à me réconcilier. Et cette thèse-là, elle est portée évidemment par Grosser. Il y en a d'autres qui mettent en cause cette notion de réconciliation parce qu'ils ne supportent pas ce récit qui en est fait et qui dit que tout a commencé en 1963 avec De Gaulle et Adenauer. Et puis il y a encore d'autres critiques dont on pourrait parler, je pense à celle d'un philosophe allemand, Peter Sloterdijk, qui estime que finalement cette soi-disant réconciliation, cette entente cordiale entre les gouvernements et les peuples résulterait en fait d'une sorte de divorce à l'amiable, et il fait partir ce divorce à l'amiable de Reims. Et pour lui, la France et l'Allemagne ont renoncé à la passion meurtrière, à la guerre, ont renoncé à toute passion, et finalement cette désémotionnalisation, cette désaffection serait le gage d'une bonne entente, mais dans une sorte d'indifférence entre la France et l'Allemagne. Peut-être pour conclure un dernier mot, en 2009, quand il y a eu cette réception de Merkel et Sarkozy autour du 11 novembre, l'idée a jailli dans l'entourage du président Sarkozy de faire du 11 novembre la journée de la réconciliation franco-allemande. C'est une idée très étonnante parce que depuis 2003, il existait très officiellement une journée franco-allemande, le 22 janvier, liée au traité. Et donc là, il y a une tentative de vouloir rompre avec cette idée que la réconciliation et le traité étaient liés, et de lier la réconciliation avec la fin de la Première Guerre mondiale. Cette idée n'a pas eu de suite, sans doute parce qu'elle présentait le risque de confondre histoire et mémoire. Évidemment, la fin de la Première Guerre mondiale n'a pas marqué le début de la réconciliation entre Français et Allemands, on sait la suite. Et puis, il était inconcevable de ne pas fêter, de ne pas commémorer le 50e anniversaire du traité de l'Élysée. On aurait pensé que c'était une tension entre les deux pays. Donc, finalement, cette idée a été abandonnée. Cela nous ramène d'ailleurs au prix Nobel attribué à l'Union européenne. Le président du comité Nobel a entamé son discours en rappelant que les grandes difficultés que traverse actuellement l'Europe et sur la nécessité de rappeler ce que l'Union a apporté pour la paix en Europe. C'est donc aussi, me semble-t-il, un message qui est adressé indirectement à la France et à l'Allemagne pour poursuivre leur collaboration, leur coopération et faire fructifier en tiers-lieu l'idée de réconciliation qu'elles incarnent. Donc il faudra attendre quelques jours encore pour connaître la teneur des discours officiels, des annonces. Mais pour avoir regardé d'assez près les sites officiels français et allemands, il me semble déjà percevoir peut-être une petite différence de perception de la chose. Les sites français officiels mettent en avant le fait qu'il faut transmettre tout l'intérêt de cette coopération bilatérale aux nouvelles générations, pendant que les sites allemands indiquent que cette coopération bilatérale doit s'ouvrir aux tiers en Europe. Je vous remercie. Salut.
Merci pour cette conférence limpide. Alors, si vous avez des questions, utilisez soit le micro qui est devant vous, soit le micro baladeur. Vous en avez... Allez-y, monsieur, je crois que devant vous, ça doit fonctionner. Je voudrais savoir la place qu'occupe la chaîne Arte dans cette réconciliation. Allez-y. Voilà, alors le projet d'Arte a été lancé en fait en 86 lors d'un sommet culturel franco-allemand, et puis la chaîne se met véritablement en place en 92. Alors ça couvre un secteur, Arte couvre un secteur, l'audiovisuel, qui n'était pas objet du traité de l'Élysée. Et en matière d'audiovisuel, il y avait eu pendant très longtemps une très forte concurrence entre la France et l'Allemagne. Peut-être certains d'entre vous se souviennent de l'affaire PAL-SECAM avec 2 systèmes de normes de la télévision en couleur. Donc les Français et Allemands avaient opté pour 2 systèmes concurrents. Le système allemand s'était imposé à peu près dans toute l'Europe de l'Ouest, mais le système français avait été acheté par l'Union soviétique, l'Europe de l'Est et la RDA. Et donc, ça avait créé des tensions franco-ouest allemandes extrêmement importantes. Et puis, on s'est aussi aperçu que la télévision était finalement un des lieux où les stéréotypes de l'un sur l'autre étaient le plus souvent encore véhiculés. À tel point qu'il y a quelques années, il y avait un prix franco-allemand du journalisme qui avait été fondé, je crois, en 83, donc en 2008, 25e anniversaire. On se demande s'il n'est pas temps de transformer ce prix du journalisme en un prix européen du journalisme. Et finalement, la décision a été prise de ne pas le faire parce que la télévision, les médias en général, restaient encore un des véhicules de ces stéréotypes. Donc Arte, c'est véritablement une volonté politique. Sans volonté politique, il n'y aurait jamais eu création de Arte dans un secteur où jusque-là, il n'y avait eu il y a eu quelques tentatives, mais qui avaient tout échoué de coopération entre des chaînes de l'ARD, des chaînes régionales de FR3, par exemple. Ça avait toujours échoué. Et là, l'idée d'un grand projet donc pour compléter la coopération dans ce secteur. Alors, Arte, je dirais, c'est plutôt la coopération que la réconciliation, bien que Arte ait accordé une très grande place au documentaire historique. Donc c'est une chaîne qui joue un rôle pour la réflexion sur l'histoire et sur la mémoire. Peut-être un des problèmes d'Arte, c'est qu'elle a toujours été confrontée à un taux très limité de téléspectateurs. C'est une chaîne qui est restée, malgré les efforts d'Arte, peut-être encore assez élitiste. Je voulais savoir, malgré le fait que vous soyez historienne, si vous regardez le futur, comment, à votre avis, va évoluer la relation? Est-ce que le côté mémoriel, réconciliation, est appelé à disparaître ou pas? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui seront mises en avant à l'avenir, à votre avis? Je pense que déjà dans la situation actuelle, peut-être qu'il y a des problèmes plus dramatiques et plus urgents. On observe d'ailleurs qu'avec la crise là, depuis 2008-2009 et les tensions multiples entre la France et l'Allemagne, jamais la consultation, la concertation n'a été aussi intense. Donc la crise et les tensions font que la coopération est absolument plus nécessaire que jamais. Mais ce n'est pas parce qu'on se concerte qu'il n'y a pas de divergence. Et là, il y a des divergences sur de très nombreux points. On repère aussi que quand la France et l'Allemagne ne sont pas sur la même longueur d'onde, on n'a pas trouvé jusqu'à présent de tandem alternatif qui puisse continuer à faire avancer l'Europe dans ces cas-là. L'une des difficultés, c'est aussi pour la France et l'Allemagne d'être légitime aux yeux des 25 autres partenaires au sein de l'Europe. Dans quelle mesure les 25 autres partenaires peuvent se retrouver dans ce tandem franco-allemand? Et on a assisté, je crois, après une rencontre à Deauville en 2010 où la France et l'Allemagne, les chefs d'État et de gouvernement avaient pris des décisions concernant la lutte contre la dette, l'assainissement de la situation.
à une fronde des partenaires dénonçant un directoire, un diktat franco-allemand. Des mots durs ont été prononcés. Donc la France et l'Allemagne ne peuvent pas aller contre la volonté des 25 autres. Et en même temps, je crois qu'il y a un sentiment en Europe que si la France et l'Allemagne n'arrivent pas à s'entendre, alors l'Europe va très mal. Alors, la place de la commémoration dans tout ça, oui, il y a encore un travail sans doute à faire. Il y a encore des points, on attend encore, c'est Alfred Grosser qui le souligne à plusieurs reprises, on attend encore un jour une visite commune de chefs d'État et de gouvernement dans un ancien camp de concentration. Et lui remarque précisément que ce sont dans ces anciens camps de concentration, Dachau, Buchenwald, que sont nées les premières solidarités franco-allemandes entre des démocrates allemands emprisonnés, des résistants français. Et donc il y a encore des actes symboliques forts qui devraient être pris. J'ai une petite anecdote. Je crois que le général de Gaulle avait fait une dizaine de discours, donc la moitié en allemand. Et il n'a fait qu'une seule erreur. Il a confondu Ober, qui veut dire garçon, avec Oberst, qui veut dire mon colonel. L'anecdote, elle est vraie ? Je ne connaissais pas cette anecdote, mais il a prononcé en effet, plus que la moitié de ses discours. Oui, je crois, en allemand. En langue allemande, il fait tout un périple en République fédérale. Qu'il avait appris par cœur, je crois. Qu'il avait appris par cœur. Il parlait déjà bien l'allemand, puisqu'à l'époque, les officiers supérieurs devaient apprendre l'allemand. Connaître la langue de l'ennemi, à une époque, faisait partie de la formation requise pour les officiers supérieurs. Donc c'est une langue qu'il parlait bien. Il avait appris ses discours par cœur parce qu'il ne voulait pas porter ses lunettes, donc il ne voulait pas lire son texte. Voilà. Et le discours de Ludwigsburg est un discours long, est un discours de 10 à 15 minutes, enfin je ne sais plus bien, mais c'est un discours très long et qu'il prononce comme ça d'une seule traite, sans note. Et là, il suscite, sa prestation suscite vraiment l'enthousiasme de la jeunesse. Et c'est pour ça que Ludwigsburg a été gardé comme lieu symbolique de l'année franco-allemande. Mais merci, monsieur, de votre remarque. Je ne connaissais pas cela. Oui, dans le traité, donc, il y avait une volonté, surtout dans le préambule d'ailleurs du Bundestag, d'élargir un petit peu ce traité de bilatéral en multilatéral, et en particulier pour éviter ces relations trop fortes entre Paris et Moscou. Et donc en intégrant l'OTAN pratiquement. Quelle a été la réaction des Allemands quand en 1966, le général de Gaulle a quitté l'organisation intégrée de l'OTAN? Est-ce qu'ils se sont sentis trahis par le traité de l'Élysée et quelle a été leur réaction? Alors, ils n'ont pas pu se sentir trahis parce que le préambule n'engage que le Bundestag. Le traité est signé par les deux chefs d'État et de gouvernement. Le préambule, après, il est ajouté par le Bundestag. Et effectivement, il précise... donc le Bundestag accepte de ratifier ce traité en précisant que la coopération franco-allemande doit s'insérer dans un cadre plus large et rappelant les relations de la RFA, mais pas de la RFA et de la France, avec les États-Unis, avec la coopération au sein de l'OTAN, la coopération avec les communautés européennes existantes et déjà intégrées, et en disant qu'il est souhaitable que la Grande-Bretagne rentre vite. Enfin, donc, je dirais, De Gaulle était prévenu, connaissait le point de vue allemand. Alors, d'ailleurs, ce préambule a été voté avec une formidable majorité au Bundestag, parce que c'était le point de vue qui dominait au sein du propre parti du chancelier, au sein de la CDU, ceux qu'on a appelés les atlantistes, donc partisans d'un partenariat privilégié avec les États-Unis. Les atlantistes ne sont pas du tout contre la France, mais ils rappellent que c'est les États-Unis qui assurent quand même la sécurité de l'Allemagne de l'Ouest dans la guerre froide. Et donc les atlantistes sont majoritaires, très loin majoritaire par rapport aux gaullistes au sein du propre parti du chancelier, qui est minoritaire dans son parti. Les libéraux, les sociodémocrates sont partisans de ce préambule. Donc De Gaulle sait très bien, et il sait très bien que Erhard, qui est la figure de proue de ces atlantistes, vont appliquer
ce qui est prescrit dans le préambule. Alors évidemment, pour Adenauer, certainement, déjà en 1963, il craignait que le général de Gaulle en vienne à sortir de la partie intégrée de l'OTAN. Et on dit qu'il a essayé précisément par le traité de dissuader le général d'en arriver là. S'il n'y avait pas eu le Bundestag, le préambule du Bundestag, je ne sais pas comment aurait été la suite, bien sûr. Mais le général est sorti très, très, très déçu de cette... Enfin, quand il a appris l'adjonction de ce Bundestag, pour lui, c'était la fin du traité. Pourriez-vous rappeler comment fonctionnait la CECA et quels en étaient les membres? Oui, alors la CECA, donc c'est l'intégration du charbon et de l'acier. Donc les membres, ça va être les membres de l'Europe des six, hein, donc l'Allemagne, la RFA, pardon, soyons précis, la RFA, la France, l'Italie et les 3 pays du Benelux. Et donc ça crée des communautés, enfin, intégrées sectoriellement. C'est un acte économique, certes, mais c'est aussi un acte politique. On peut dire c'est le début de la construction européenne, avant même la signature des traités de Rome. Et peut-être que la dimension politique, d'ailleurs, de ces communautés est plus importante encore que leur valeur économique. Voilà. Et en tout cas, donc le général de Gaulle, lui, s'était prononcé contre le traité portant création de la CECA parce que ça marque l'avancée dans une Europe supranationale. Tandis que lui veut une Europe intergouvernementale, comme il essaiera de le faire avec son projet d'union politique de l'Europe et les plans Fouché. C'est pour ça, d'ailleurs, que ses partenaires, voyant le danger et la remise en cause de ces communautés déjà existantes, ne vont pas vouloir s'engager dans ces plans. J'aimerais également savoir, madame, ce qu'il en est de l'apprentissage des langues. Parce que vous avez parlé de l'échange entre les jeunes Français et les jeunes Allemands, mais est-ce qu'il y a beaucoup de Français à apprendre l'allemand? Y a-t-il beaucoup de jeunes Allemands qui apprennent le français? Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que le nombre augmente? Qu'est-ce qu'il en est? La situation n'est pas bonne. Elle a atteint son point le plus bas vers 2003. Il semble que les chiffres se soient légèrement stabilisés depuis, ce qui est déjà en soi presque un succès. Mais enfin, c'est une stabilisation à un niveau très bas, tout à fait insatisfaisant. Alors, le traité de l'Élysée précisait qu'il fallait augmenter le nombre de jeunes Français et de jeunes Allemands apprenant la langue du partenaire. On partait déjà d'un constat que cet apprentissage cette connaissance de la langue de l'autre était insuffisante, et ça n'a cessé de baisser depuis. Alors, il semble alors, on a dit, mais c'est peut-être pour l'anecdote, que le groupe Tokyo Hotel avait suscité de l'engouement chez les jeunes écoliers lycéens français qui auraient un petit peu plus appris l'allemand. Je crois plus profondément une nouvelle initiative qui semble vraiment porter ses fruits côté français, ce sont les classes bilingues. L'introduction des classes bilingues en 6e, donc qui permettent à des jeunes enfants et à leurs parents de ne pas avoir à faire ce choix cornélien entre l'anglais et l'allemand, mais d'apprendre 2 langues vivantes en première langue à parité, soit une bonne solution qui ait permis de stabiliser les effectifs. D'autres traités entre d'autres pays semblables à celui du traité de l'Élysée? Écoute, à ma connaissance, non, ça reste un traité qui est souvent cité en référence comme traité, entre guillemets, de réconciliation et d'amitié, en précisant bien que ces 2 termes ne sont pas dans le traité. Mais on parle, par exemple, aujourd'hui, dans les relations entre la France et l'Algérie, qu'il faudrait réussir à signer un traité un petit peu sur le même modèle. Et donc, il semble aujourd'hui faire référence, parce qu'effectivement, peut-être, et surtout les jeunes générations aujourd'hui, oublient à quel point la haine entre les 2 peuples était forte en 1945. Elle n'avait jamais été aussi forte qu'en 1945. Enfin, on a des lettres, on a des sondages d'opinion, et il faut pas l'oublier. Il faut jamais minorer cette haine énorme en 1945, parce que sinon on ne comprend pas le défi
que représentait la réconciliation et à quel point c'est quelque chose quand même d'immense qui a été réussi. Il faut voir de là où on partait. Alors oui, quand on voit ce qui s'est produit entre les deux pays, c'est vrai que symboliquement, même si ça avait commencé bien avant la signature du traité, le traité de l'Élysée a une force symbolique énorme et beaucoup d'autres pays, parfois, le regardent de près, veulent s'en inspirer. Comme exemple d'une réconciliation réussie. Et il y a d'ailleurs beaucoup d'expériences franco-allemandes qui servent un petit peu de point de référence. Je pense par exemple à l'Office franco-allemand pour la jeunesse, dont se sont inspirés les Allemands et les Polonais pour créer depuis un office germano-polonais de la jeunesse, ou bien ce manuel franco-allemand d'histoire qu'on a vu, eh bien, il est en train de se préparer un petit peu sur le même type, un manuel germano-polonais qui va bientôt sortir pour les classes aussi du secondaire. Donc il y a comme ça, c'est une sorte, le franco-allemand, alors ça peut pas être un modèle exportable parce qu'on n'exporte jamais, enfin on n'exporte pas de modèle. Chaque situation est unique et il faut y répondre. Mais c'est une sorte peut-être de boîte à outils et les autres pays peuvent regarder ce qui s'est passé, prendre ce qui leur semble être une bonne idée et le réadapter à leur situation, y compris pour le traité lui-même. J'aurais deux questions. La première concerne les tentatives d'harmonisation de nos situations respectives. Je pense en particulier à la fiscalité entre les deux pays. C'est indubitablement rattachable à l'intégration européenne, mais est-ce que le fait que la France et l'Allemagne s'en préoccupent est aussi rattachable aux effets induits du traité? C'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est relative à la démographie. Les deux pays ont des démographies qui sont quasiment opposées. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir une influence sur les relations? Alors, bon, pour le premier point, la question d'harmoniser les politiques, y compris dans la matière fiscale, pourrait être prise dans le cadre du traité. Vous remarquez, tout à l'heure j'avais dit que la culture n'était pas dans le traité. L'autre grande absente du traité, c'est l'économie, bien sûr. Mais je crois que la fiscalité peut rentrer tout à fait dans le cadre du traité, mais il ne faut pas oublier que la France et l'Allemagne sont deux États qui ont des cultures différentes, des pratiques différentes. D'ailleurs, on ne veut pas d'une France-Allemagne qui n'aurait plus préservé ses spécificités, ses diversités. Le problème, c'est vraiment de faire converger et peut-être de les rendre adaptables pour un système européen. Là, je ne suis pas très sûre qu'on en prenne le chemin. Enfin bon, je ne suis pas spécialiste en la matière, mais en tout cas, les difficultés sont grandes sur ce chemin. Vous avez posé alors la deuxième question, la démographie. Alors effectivement, là, les démographies sont tout à fait divergentes. Et le philosophe Michel Serres, dans une tribune publiée, je crois, en février dernier, a dit la force de l'un, c'est la faiblesse de l'autre, et vice-versa, hein, en parlant de l'économie et de la démographie dans les deux pays. Peut-être, on s'aperçoit qu'il y a quand même pas encore de très nombreux Français qui travaillent en Allemagne. Enfin, il y en a, mais alors qu'il y a tant de chômage de jeunes, il ne semble pas que beaucoup de chômeurs français pourraient trouver beaucoup de postes en Allemagne. C'est ce que je veux dire par là. Parce que peut-être il y a un pourcentage très important des chômeurs français qui ne sont pas diplômés, qui ne sont pas plus employables en Allemagne qu'en France. Tandis que il y a beaucoup de jeunes chômeurs diplômés, italiens, espagnols, grecs, qui apprennent en ce moment l'allemand intensément dans les instituts Goethe pour trouver un emploi en Allemagne. C'est-à-dire qu'ils profitent de ce déficit démographique. On cherche de la main-d'œuvre dans beaucoup de secteurs en Allemagne et qui profitent de ce décalage démographique pour
trouver donc un débouché côté allemand. Il semble que ça ne fonctionne pas encore vraiment côté français. Il est vrai que pour mettre un bémol à ce que je viens de dire, il y a des entreprises, notamment dans l'automobile allemande, qui viennent démarcher les écoles d'ingénieurs français pour recruter. Mais ça, c'est un cas assez particulier. Voilà. Alors évidemment, la démographie allemande est un des principaux soucis du gouvernement allemand. Qu'est-ce qu'il en sera de la croissance dans un pays dont la démographie s'effondre malgré les mesures qui ont été prises depuis une dizaine d'années? Mais je crois qu'Angela Merkel a dit, elle avait un plan, vous savez, l'année dernière, il y a 25 000 Espagnols et Portugais, à peu près 25 000 Grecs qui sont venus, qui ont trouvé du travail en Allemagne. Et de plus en plus, les Polonais trouvent du travail en Allemagne. Oui. Les jeunes Polonais. Voilà, mais il faut, souvent ce sont quand même aussi des emplois qualifiés ou dans des branches déficitaires. Donc il faut que ça corresponde aussi à la demande. On peut faire une exception pour les zones frontalières, en particulier en Alsace. Vous avez tout à fait raison. Il y a énormément de gens qui travaillent en Allemagne parce qu'il n'y a pas de problème de langue. En Alsace, en Moselle. Mais il n'en reste pas moins que historiquement, c'est peut-être ceux qui auraient été moins enclins à le faire. Oui, et en Moselle, c'est tout à fait les migrations pendulaires transfrontalières sont considérables. Il y a une économie du transfrontalier qui n'est pas seulement franco-allemande. Hein, c'est la région Saar-Lorlux. La Belgique aussi est impliquée. Donc, pardon, oui, bien sûr. Bien sûr. Donc là, il y a vraiment maintenant une économie, des relations transrégionales, transfrontalières, qui sont un cas particulier en soi de la coopération franco-allemande. Pour l'enseignement des langues aussi, il paraît, je crois que 50% des jeunes Alsaciens sont dans des classes bilingues, alors qu'on est à peu près 10%, je crois, pour la France. Donc on voit une situation très, très particulière en zone frontière. Oui, donc l'Europe existe, l'axe franco-allemand est fort, mais le sentiment d'être européen est-il très développé? Chacun se sent-il citoyen européen? En particulier les jeunes. Là, il y avait quelques jeunes, il y en a quelques-uns qui sont partis, c'est dommage. Mais vous sentez-vous citoyen européen? Après tout ce que vous avez entendu, avez-vous réfléchi à cela? Parce que Alain Juppé, qui a pris la tête de la FCCRE, l'Association française des communes et régions d'Europe, disait qu'effectivement, il serait urgent de développer ce sentiment européen et qu'en particulier, pour cela, il fallait compter sur les collectivités territoriales qui sommes au plus près du terrain et donc du citoyen français ou autre, allemand en Allemagne, pour développer ce sentiment européen, parce qu'on a l'impression, vu de haut, que c'est quelque chose qui nous échappe justement, et que pour rendre cette Europe forte, il faudrait certainement, probablement qu'on laisse tomber un peu chacun de notre nationalisme pour devenir un peu plus européen. Qu'en est-il? Et si mes informations sont exactes, il y a un projet qui s'appelle Erasmus, qui concerne les jeunes, et qui a été largement au-delà de ce que les promoteurs imaginaient. Non, mais justement, le projet, il y avait de multiples projets européens, puisqu'il n'y a pas qu'Erasmus, et on est en train de revoir la copie. Il y a d'ailleurs un appel du mathématicien de la médaille Fields, Cédric Vinani, là-dessus. On est en train de revoir la copie pour créer un grand Erasmus Europe qui supprimera les autres, mais au moins il n'y aura qu'une possibilité et ça donnera plus de lisibilité. Ce sera peut-être une façon de développer chez nos jeunes le sentiment européen, effectivement. L'euro est aussi un moyen de développer le sentiment pro-européen. Alors je sais bien que les malheurs de l'euro font que on est parfois, c'est parfois le phénomène contraire, c'est-à-dire qu'on est anti-européen parce qu'il y a l'euro. Mais l'euro a été créé au départ pour justement avoir vraiment un sentiment pro-européen. D'ailleurs, c'est la France et l'Allemagne, c'est surtout l'Allemagne qui a permis la création de cet euro en renonçant à son Deutschmark. Oui, tout à fait, vous avez raison, mais c'était une exigence aussi en même temps du président Mitterrand au moment de la réunification. Il a pratiquement négocié
donc il a mis un petit peu dans les conditions de la réunification qu'on aille vers une monnaie commune en Europe. Peut-être pour rebondir sur ce que vous avez dit, Madame, il faut se rappeler que dans l'immédiate après-guerre, la question qui se pose, c'est faut-il faire le rapprochement franco-allemand pour pouvoir construire l'Europe, ou faut-il faire l'Europe pour pouvoir permettre la réconciliation franco-allemande? Et en fait, les deux choses sont absolument inextricablement liées. Et ceux qui s'engagent pour le rapprochement franco-allemand sont aussi en général ceux qui s'engagent pour la construction européenne. Ces deux mouvements qui à l'époque sont vraiment très très liés. Et je voudrais rappeler, donc on a dit août 50, le premier jumelage franco-allemand, mais en août 50, il s'est produit une autre action symbolique extrêmement importante à la frontière franco-allemande, près de Wissembourg, mais en 2 ou 3 endroits de la frontière, des jeunes, essentiellement français-allemands, mais pas seulement, des Belges, des Suisses, d'autres, des Néerlandais, ont pris d'assaut, en quelque sorte, des postes frontières et ont symboliquement brûlé les barrières de bois de la frontière en réclamant l'élection d'un Parlement européen, un passeport européen, une citoyenneté européenne. Et l'un de ces jeunes gens engagés dans cette affaire, c'était un certain Helmut Kohl. Dans ses mémoires, il fait remonter son engagement européen à ce geste symbolique. Justement, quel est l'avenir de l'Europe, puisque certains politiques disent quand même qu'il ne faut pas rester au milieu du gué et qu'il faut aller plus loin. Alors, est-ce que politiquement, elle peut évoluer, prendre un autre visage? C'est compliqué, hein. C'est une question non seulement compliquée, mais je crois qui est ouverte, parce qu'on a vu déjà, au moment de la crise en Libye, on le voit certainement maintenant avec l'affaire du Mali, ça prouve en premier lieu qu'il n'y a pas de politique étrangère de l'Europe. Donc c'est un véritable défi, et que peut-être il faudrait plus que jamais une réponse plus solidaire de l'Europe. Donc le défi est posé. Le problème, c'est qu'il y a tellement en ce moment de défis et de préoccupations majeures. Je dirais depuis la Libye, on n'avait pas tellement parlé de politique étrangère commune en Europe. On était focalisé sur les questions financières, économiques. Et puis soudain, cette question rejaillit. Mais là, on peut aller plus loin que le débat. C'est pas parce que... Enfin, nous sommes dans une société où l'information va vite. Internet, les portables, enfin... Mais n'oublions pas que c'est pas parce que la société va vite dans sa communication que l'on doit aller vite dans les choix politiques. L'Europe est jeune. N'oublions jamais, l'Europe est très très jeune. On ne forge pas un État, une identité en quelques années, voire en 50 ou 60 ans. Il faut, je dis peut-être pas des centaines d'années, mais il faut beaucoup plus de temps pour se forger vraiment une idée d'appartenance à un État, une appartenance à un continent, voire à une appartenance culturelle et autres. Oui, et puis au sein de cette Europe, il y a des cultures qui sont différentes, des cultures politiques. Et, la chancelière allemande ne peut pas envoyer, si elle le souhaitait, ne pourrait pas envoyer de troupes au sol sans vote de son Parlement. Donc on voit qu'il y a des situations, parfois les Français ne comprennent pas que la culture politique dans un autre pays interdit de passer par les mêmes processus. Donc ça, il faut toujours comprendre, ça prend du temps, bien sûr. On a dit souvent que Merkel prenait trop de temps, ne réagissait pas assez vite, mais elle n'a pas, en tant que chancelière, les mêmes pouvoirs qu'un président français. On ne peut pas comparer. Elle est beaucoup plus dépendante de son Parlement, sans même parler de la campagne électorale. Sentiment d'appartenance. Il y a une petite chose qu'on a oubliée, qui a fait quand même... c'était que la première présidente du Parlement européen s'appelait Simone Veil. Et ça, c'était un symbole extraordinaire. Donc, je ne sais pas si nous nous souvenons tous de cette élection. Et je crois que ça a été un moment fort, aussi fort que Mitterrand-Kohl. Tout à fait. C'est certainement au niveau européen voilà, une figure qui, par son parcours personnel, était un résumé de l'Europe en elle-même. Pour peut-être finir sur une note optimiste, on est né dans le guidon, on ne voit pas les choses à leur juste mesure. Pour un Américain ou quelqu'un de l'Asie du Sud-Est qui demande un visa
Schengen, qui vient en Europe et qui peut passer d'un pays à l'autre sans montrer son passeport et conserver la même monnaie, c'est quand même tout à fait extraordinaire. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est déjà la même monnaie. C'est un cercle au sein de l'Europe, déjà. C'est un début, tout à fait. En tous les cas, merci. Et nous reparlerons d'ailleurs de l'Europe au mois de mai, puisqu'il y a la journée de l'Europe, et on abordera à nouveau l'Europe sous un angle philosophique, je pense. Merci en tous les cas pour votre conférence, Madame Corinne de France. Je vous ai présenté très rapidement parce que on avait un petit peu de retard, donc je voulais qu'on rentre assez vivement dans le sujet. Et je pense que vous aurez tous été très contents de cette conférence. Merci à vous. Merci à vous. Merci de m'avoir invité à venir vous parler de ce sujet. Et le mois prochain, donc, à savoir le 20 février, nous recevrons Jean-Christophe Ruffin et nous changerons de continent puisque nous parlerons de l'avenir du continent africain. Ça tombe, oui, ce sera d'actualité. J'espère que l'actualité ne sera pas dramatique à ce moment-là. Mais c'est ainsi, la programmation est ainsi faite. Nous allons nous retrouver là-haut, d'une part parce que vous nous ferez le plaisir de dédicacer votre livre et d'autre part puisqu'il y aura un cocktail. Et les jeunes sont également bienvenus. Vous n'avez pas l'habitude de venir en ces lieux. Nous sommes ravis de vous accueillir. Vous pourrez dire à vos camarades qu'ils sont également les bienvenus les mois qui suivent. Le mois prochain, ça peut encore vous intéresser. Et puis les mois qui suivent également. Bravo, merci de votre présence. L'allemand est une jolie langue, oui. Oui, oui.